avons choisi de consacrer cette première édition de l'Instant Recherche au regard des sciences sociales sur les épidémies en Afrique et de réunir des chercheurs en santé publique, en économie, en épidémiologie, en anthropologie de Guinée, de Madagascar et de France. Alors, si la forme de la pandémie actuelle est nouvelle, cette question des épidémies, elle ne l'est pas. D'abord, les épidémies étaient subies jusqu'à ce que la médecine, la biologie, la santé publique s'emparent de solutions au XIXe siècle grâce à la révolution pasteurienne. Puis, les États, finalement, ont compris au XXe siècle qu'il fallait s'organiser pour apporter une réponse internationale, une réponse qui s'est structurée au gré de la création d'agences comme au départ les comités d'hygiène, mais jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU-SIDA. Enfin, c'est aussi autour d'une réponse transnationale multi-acteurs que la lutte contre les épidémies s'est transformée depuis 50 ans, avec un secteur privé très présent, des associations de patients, les instituts de recherche, des ONG, et finalement avec des grandes victoires comme l'éradication de la variole en 1979 et des combats qui durent encore comme la lutte contre le VIH-Sida. Alors, ce qu'on verra aujourd'hui, suite à ces premiers mois de crise sanitaire, c'est finalement quel bilan tirer à ce jour de la mobilisation des chercheurs et quelle est la place des chercheurs africains dans cet effort mondial. Quel enseignement tirer des premiers résultats? Faire de la recherche prend du temps, mais les chercheurs sont le terrain et ont déjà des résultats à partager. Et au-delà de la crise sanitaire actuelle, comment faire de la recherche dans l'urgence et organiser une meilleure collaboration entre les praticiens qui se retrouvent en première ligne et le secteur universitaire. Alors, l'accès à la santé et les épidémies sont un axe central des missions de la Fondation. La Fondation, c'est une initiative de la Croix-Rouge française qui est dédiée à la recherche sur des questions de santé, migration, sur les catastrophes. À ce jour, nous avons soutenu plus de 70 chercheurs dans une quinzaine de pays. Cette année, on en accompagne 25 avec des collaborations nouvelles avec des laboratoires comme l'Institut Pasteur. Dès le début de l'épidémie, les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été mobilisées avec les premières qui étaient les Croix-Rouges en Asie. Elles ont été mobilisées en tant qu'auxiliaires de leur pouvoir public et aussi à l'international avec la fédération. Elles sont plus de 170 dans le monde à être engagées dans la lutte contre le Covid-19 avec leurs bénévoles. Le CICR y est aussi engagé à travers sa mission première d'assistance et de gardien des conventions de Genève dans les zones de conflits armés et de violence. Alors, pour travailler à des solutions qui fonctionnent, pour alimenter des réformes durables, la Fondation a fait le pari d'investir dans les sciences sociales. Pour des sciences sociales qui sont plus égalitaires, en intégrant beaucoup plus au débat mondial une recherche du Sud qui a beaucoup à dire et à enseigner, pour des recherches en sciences sociales qui apportent la richesse de leur langue, de leur diversité, pour des sciences sociales qui jouent le jeu de l'écoute des sociétés en pluridisciplinarité avec l'épidémiologie, la médecine ou la santé publique, avec une approche de terrain qui va à la rencontre des populations et qui joue aussi le jeu de l'écoute des besoins des ONG et des associations qui sont aujourd'hui en quête de recommandations, de transformation et d'impact entre les réalités locales et les strates qui sont plus globales. Alors, cela n'est pas facile, mais l'Instant Recherche a été conçu pour vous permettre de rencontrer et de dialoguer avec ces chercheurs qui y croient, qui y consacrent leur vie et qui, tous les jours, font un travail de terrain extrêmement difficile et indispensable pour avancer. Nous remercions notre partenaire, le Fonds AXA pour la recherche et sa directrice, Marie Bogotage, qui s'est engagée à nos côtés dès le départ pour soutenir et valoriser la recherche du Sud sur les enjeux sanitaires et climatiques. Nos intervenants, enfin, alors ils sont également connectés de loin. Nous vous remercions de votre disponibilité car nous savons que vous êtes tous happés par l'urgence en cette période. Docteur Touré, on va commencer par vous. C'est vraiment un très grand honneur de vous accueillir dans ce webinaire. Alors, vous êtes maître de conférence en santé publique. Oui. Je t'ai envoyé le lien. D'accord.
Alors, vous êtes maître de conférence en santé publique à l'université Gamel Abdel Nasser de Conakry et vous dirigez depuis 2018 l'Institut national de santé publique de Guinée. Vous avez coordonné le programme de recherche Revivre après Ebola en Guinée qui a été lancé par l'IRD et l'INSERM avec l'Université de Montpellier. Dans ce cadre, vos activités de recherche ont porté sur l'analyse des séquelles cliniques et biologiques de la maladie à virus Ebola, mais vous apportez également une vision pluridisciplinaire sur la lutte contre Ebola et la Covid-19 en étant très engagé dans les réseaux de recherche qui organisent ce dialogue. Alors, vous allez échanger aujourd'hui avec 3 autres lauréates des bourses de la Fondation, Alexandra Razafin-Drabé, Émilie Monnier et Olivia Nevissas. Madame Monnier, merci d'être avec nous. Vous avez un double doctorat de médecine, d'épidémiologie, recherche clinique et de santé publique. Alors, votre expertise est centrée sur la recherche en santé communautaire. Vous menez actuellement une recherche soutenue par la Fondation intitulée « Les bénévoles en contexte épidémique, impact psychologique, protection et innovation dans les pratiques » avec un double terrain à Marseille et en Guyane. Et vous êtes accompagnée dans ce projet par Olivia Nevissas. Olivia, vous êtes anthropologue, engagée depuis 2008 sur des programmes d'urgence et de post-urgence au sein des ONG Médecins du Monde Handicap International pour réaliser des études anthropologiques ou apporter une expertise en santé mentale et en soutien psychosocial. Enfin, docteur Alexandra Razafin-Drabé, vous êtes docteur en économie, obtenu à l'Université de La Réunion. Vous êtes aujourd'hui chercheuse au Centre d'économie et d'éthique pour l'environnement et le développement de Madagascar. Et vous êtes également lauréate d'une bourse avec une recherche que vous avez menée sur la lutte contre la peste à Madagascar. Alors, Docteur Touré, on n'a pas pu cette année organiser une cérémonie comme à l'habitude, mais vous êtes lauréat des prix de recherche 2020 de la Fondation Croix-Rouge française et du Fonds AXA pour la recherche. Alors pour nous, ces prix sont un coup de projecteur, non seulement sur l'excellence de vos travaux, mais aussi sur votre engagement à utiliser vos résultats de recherche et vos compétences universitaires pour aller vers ceux qui souffrent, mais aussi aller vers ceux qui décident pour un mieux vivre ensemble. Alors, je vous propose de vous découvrir à travers un court portrait vidéo que nous allons diffuser et nous vous retrouvons juste après. Donc, on va pouvoir diffuser le film. Table ronde. Alors, docteur Vincent Léger, vous êtes chargé de recherche de la Fondation, mais tu es aussi anthropologue, sociologue, spécialiste des personnes âgées avec des terrains effectués autant aux États-Unis qu'en Afrique, de l'Ouest. Donc, je te laisse la parole maintenant pour animer la table ronde avec tous les intervenants. Merci Virginie, et juste un petit point pour toutes les personnes qui nous font la gentillesse d'assister en tant que spectateurs à cette table ronde. Vous pouvez participer en proposant des questions voilà, qui seront consignées et notées par nous durant notre échange. Et à la fin de notre table ronde, il y aura 20 minutes de questions-réponses. Vos questions seront proposées aux intervenants pour y répondre. Voilà. Alors, encore une fois, merci à tous d'être présents pour cette table ronde, cet premier instant recherche consacré au regard des sciences sociales sur les épidémies en Afrique. Je pense qu'on ne peut pas échapper, compte tenu de l'actualité, à une question d'actualité justement sur la situation de l'épidémie de Covid-19 en Afrique. Au début de la pandémie de Covid-19, de nombreux experts, et notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avaient prédit pour l'Afrique une véritable hécatombe, une déferlante de l'épidémie de coronavirus sur ce continent, où la pauvreté et le manque d'infrastructures de santé faisaient craindre le pire. Pourtant, alors que le premier cas remonte déjà au 14 février en Afrique, c'était en Égypte, la vague n'est toujours pas arrivée et la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Voilà, je rappellerai juste quelques chiffres. Selon le suivi opéré par l'université Johns Hopkins et qui est suivi par de nombreuses personnes, on ne comptait hier, 2 novembre 2020, que 1 800 000 cas à peu près de personnes ayant contracté le Covid-19 en Afrique, soit 3,9% des quasiment 47 millions de cas observés dans le monde.
et un peu plus de 43 000 décès en Afrique dus à ce virus, soit 3,6% environ du 1 200 000 décès observés dans le monde. Le pays africain le plus touché est l'Afrique du Sud, qui, c'est vrai, se place au 12e rang mondial des cas constatés, avec plus de 700 000 cas de Covid et plus de 19 000 décès, au 14e rang mondial, devant le Maroc et l'Égypte. Mais la Guinée, puisque M. Touré est là, et Madagascar, Alexandra, sont relativement peu touchés. La Guinée compte un peu plus de 12 000 cas au 107e rang mondial et 73 décès seulement. Et Madagascar, un peu plus de 17 000 cas et quasiment 250 décès. Cela dit, s'il est difficile d'en avoir une vision claire, la situation en Afrique inquiète tout de même, car les systèmes sanitaires africains sont souvent défaillants et le risque d'une sous-estimation des cas patent. Alors, je débuterai ce tour de table par une question simple. Comment expliquez-vous cette relative préservation du continent africain pour l'instant? Ces chiffres vous semblent-ils refléter la réalité? Quel est votre sentiment, en gros, sur la situation et l'avenir de l'épidémie de Covid-19 en Afrique? Abdoulaye, vous voulez commencer? La question, c'est de savoir, en gros, pourquoi l'Afrique semble être moins touchée que les autres continents. Les raisons sont, certes, les raisons sont multiples. Il y a d'abord, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, qui a quand même permis à certains pays de mettre des dispositifs de surveillance de la maladie. À titre d'exemple, le centre régional, enfin Africa CDC, est né de l'épidémie d'Ebola et avec ses démembrements dans les différentes régions, et on a vu son rôle qui a été majeur dans la gestion, position des tests et puis l'accompagnement des différents pays à mettre en place des protocoles de prise en charge et d'autres types de documents stratégiques. Donc, il y a la création de ces agences, mais il y a également des caractéristiques qui sont liées à la population et des caractéristiques socio-anthropologiques. La population africaine, on peut pas, c'est une explication, elle va paraître banale et même répétitive, mais on ne peut pas l'exclure. Il y a le fait que la population africaine jeune par rapport à celle de l'Europe. Et donc, avec des comorbidités d'hypertension artérielle, le cancer et d'autres types de maladies qui peuvent être des facteurs d'aggravation de l'état clinique des gens et également de la mortalité. Et il y a aussi le fait que l'immunité, on va dire, les Africains, le système immunitaire est tout le temps, on va dire, agressé ou sollicité à travers les maladies parasitaires aux autres continents et également la létalité. L'autre chose, peut-être on peut toujours se demander, est-ce que ce n'est pas sous-estimé? Je suis persuadé que c'est sous-estimé. Parce que les capacités de dépistage ne sont pas les mêmes et ne sont pas réparties de la même façon sur l'ensemble des pays. Lorsqu'on regarde la répartition, la cartographie des laboratoires qui sont chargés de faire la confirmation de COVID dans l'ensemble des pays, on s'aperçoit que les moyens sont concentrés dans les capitales. Et donc, les régions qui sont à l'intérieur du pays sont un peu défavorisées, même si ces derniers temps, on voit l'arrivée des tests rapides qui sont déployés dans des zones où la PCR est difficile d'accès. Mais tout cela mis ensemble, je pense qu'effectivement, l'épidémie est moins forte en Afrique que dans les pays du Nord. Et que pour moi, il y a des facteurs comme l'âge, il y a des facteurs comme les comorbidités qui ne sont pas du tout à exclure, qui peuvent être des facteurs importants. Après, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient probablement expliquer le fait que, comme vous l'avez dit, l'hécatombe annoncée n'est pas. Merci.
Alexandra, du point de vue de la Réunion où vous êtes et du sud de l'Afrique, vous avez le même opinion le même sentiment sur la situation actuelle et l'avenir de l'épidémie, compte tenu de ce qui était annoncé et de la situation actuelle? Alors, merci de nous donner la parole. Avant de répondre à la question, je tiens à remercier la Fondation pour l'invitation à l'Instant Recherche et à féliciter le docteur Abdoulaye Touré pour son prix et ses travaux. Alors, comme vous l'avez dit précédemment, à l'heure actuelle, Madagascar compte 17 111 cas confirmés, dont à peu près 16 000 guéris, 458 personnes toujours en cours de traitement et 244 décès. Donc, des chiffres effectivement relativement faibles par rapport à ce que l'on peut voir en Europe et partout dans le monde. Et les régions les plus touchées à Madagascar sont la région Analamang, donc la région centre où se situe la capitale, et la région nord. Je rejoins ce que disait le docteur Abdoulaye Touré. Effectivement, cela peut être avant tout expliqué par un nombre de tests moins importants réalisés. Mais cela peut aussi être expliqué par le fait que la population est, pour la plupart, donc à 80%, située dans les zones rurales, donc souvent isolées et difficilement accessibles. Enfin, il est possible que les anticipations étaient plus importantes. La littérature actuelle sur la Covid met en évidence que les pays africains sont mieux préparés pour faire face aux épidémies, même si cela se fait avec peu de moyens et des systèmes défaillants, puisque c'est finalement quelque chose d'assez récurrent sur ces territoires. Donc, même si un biais peut exister à cause du nombre de tests effectués notamment, le contexte africain, pour toutes les raisons qui ont déjà été développées par le docteur Abdoulaye Touré, voilà, pour toutes ces raisons, le contexte africain favorise néanmoins une propagation moins rapide de la maladie, et ce donc malgré les vulnérabilités et les faiblesses du territoire africain. Émilie? Oui, c'est intéressant. Alors, rapidement, je rejoins les analyses sur... alors, effectivement, la question du test, du nombre de tests réalisés, ça, c'est des choses avec une grande sous-estimation. Il y a un effet courbe des âges, c'est-à-dire qu'on voit moins de morbidité chez les personnes jeunes. Ça, on l'a vérifié en Guyane, où on a eu un pic épidémique extrêmement fort en juillet, avec seulement 14 lits de réa sur toute la Guyane et avec heureusement une très faible mortalité en fait. Hein. Et on a en Guyane en fait une pyramide des âges qui est une pyramide des âges proche de celle qu'on peut voir en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est des éléments. Il y a un autre élément épidémiologique qui va dans le sens de ce qui a été précédemment dit aussi, c'est l'effet cluster. On a des effets prévalence, incidence et cluster au niveau des fortes concentrations d'urbanisation. Il y a un effet structurel, c'est-à-dire transport qui va jouer. Alors une des hypothèses, c'est que la faiblesse des éléments structurels en termes de transport a potentiellement protégé, en fait, notamment les zones rurales, de l'épidémie et de la propagation. Ça, on l'a vu sur toutes les épidémies. On sait que les épidémies se propagent remontent les fleuves, remontent les routes. Ça, c'est un élément important. Après, moi, je suis inquiète, en fait, très inquiète, en fait, sur un point au niveau de la situation africaine. Pas tant sur le premier impact du Covid, plutôt que sur un impact, en fait, secondaire, qui est l'impact sur les pathologies chroniques ou les pathologies associées. On l'a déjà vu sur les précédentes épidémies, notamment sur l'Ebola, et le docteur Abdoulaye Touré va confirmer ce que je vais dire, j'en suis sûre. C'est que face à une épidémie, en fait, on a des gens qui ont peur d'aller vers le système de soins et on a aussi des désengagements d'une partie des ONG ou des structures aidantes sur la prise en charge, par exemple, d'autres pathologies comme le VIH, etc. Et ça, c'est vraiment une grosse inquiétude. C'est-à-dire qu'autant la première vague
peut paraître avoir des effets limités, autant la deuxième sur la morbimortalité liée aux autres pathologies risque d'être extrêmement importante. Et là, je crois qu'il faut avoir une attention, une vigilance importante là-dessus. C'est vrai que Alexandra en parlait tout à l'heure des mesures sanitaires prises par les différents pays africains, et c'est vrai que certains se sont mobilisés très tôt, pour la plupart, prenant cette menace du Covid-19 apparemment au sérieux, comme l'atteste d'ailleurs la plateforme covid19afrique.com, qui est animée par Emmanuel Bonnet et Valérie Reed de l'IRD, et qui recense notamment les mesures gouvernementales prises sur le continent. Justement, pour faire écho à ce que vous disiez, Alexandra, sur ces mesures, et vous, Émilie, sur leurs conséquences, comment est-ce que les gouvernements des différents pays africains réagissent-ils à la pandémie, et qu'en est-il de l'effet des mesures prises actuellement? Entre les lignes, vous parliez des enseignements tirés de l'épidémie d'Ebola, que ce soit en matière de mesures sanitaires, de communication de ces mesures à la population, de gestion du deuil et de la mort, des pathologies chroniques, etc. Qu'en est-il justement de la réaction des pays africains et des mesures sanitaires prises? Je vous repasse la parole, Abdoulaye. Merci Vincent. Sur la question de savoir comment les gouvernements réagissent, je pense que c'est l'une des rares épidémies où on a vu quand même une mobilisation, en tout cas un minimum une coordination un peu globale à l'échelle du continent. Donc, dès l'apparition des premiers cas en Asie, il y a eu beaucoup de réunions, les chefs d'État et puis également les ministres de la Santé. Donc, il y a eu cette mobilisation globale parce que, contrairement à l'épidémie d'Ebola qui était concentrée dans 3 pays, même si les autres se sentaient menacés, mais pour cette pandémie, chacun se sentait menacé de la même façon. Et donc, il y a eu cette action ou cette coordination globale de l'ensemble des pays de la sous-région. Et à titre d'exemple, les instituts nationaux de santé publique, en tout cas pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, sont en réseau et tiennent des réunions hebdomadaires tous les mardis. Donc, c'est quelque chose de très constructif. Ça permet de partager les expériences, on va dire, d'avoir des procédures plus ou moins standardisées, de la surveillance, des tests, et puis des actions coordonnées de mobilisation des ressources et même de validation des tests, parce que c'est extrêmement important, parce qu'avec cette épidémie, on voit une forme de floraison des tests, surtout des tests rapides. Je ne vous entends plus. Il faut que tu actives ton micro, Vincent. Abdoulaye, vous nous entendez? Oui. Oui. Ça a coupé, Abdoulaye. Vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, à ce moment-là, peut-être. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Coupez votre vidéo, peut-être. Ça aidera un petit peu. Oui, peut-être. Bon, la connexion, je ne sais pas si la connexion est revenue, si vous Oui. m'entendez maintenant. Oui, on vous entend. Bon, donc je ne sais plus à quel moment c'était coupé, mais j'étais en train d'expliquer qu'il y a, pour cette épidémie, que tous les États se sentent menacés de la même façon. Donc, il y a eu une action coordonnée au sein de l'ensemble des pays. On a vu en Afrique, l'Union africaine en première ligne pour coordonner la riposte en Afrique avec les démembrements jusque dans les régions, avec un soutien au réseau des instituts nationaux de santé publique qui se retrouvent et qui discutent ensemble pour avoir des procédures standardisées, pour partager les expériences sur tous les aspects, la surveillance, la prise en charge, et également le volet test, y compris la validation des tests qui sont proposés à l'ensemble des pays. Donc,
de ma petite expérience, là, on a vu une action beaucoup plus coordonnée. Peut-être qu'elle est elle est insuffisante, certes, mais c'est quelque chose de très solide qui pourra, peut-être après cette pandémie, qui pourra servir de base pour une préparation à d'autres épidémies et peut-être une réponse beaucoup plus structurée encore en cas de nouvelles pandémies dans le monde. Donc, docteur Abdoulaye, comme ça à couper, je vous repose la question. Est-ce que vous voyez dans la réaction actuelle du gouvernement guinéen notamment, mais aussi des gouvernements de la sous-région, vraiment des enseignements qui ont été tirés de l'épisode Ebola pour mettre en place des mesures nouvelles dans le cadre de l'épidémie actuelle de Covid-19? Vous voyez vraiment des enseignements qui ont été tirés pour mettre en place des mesures particulières dans le cadre de cette nouvelle épidémie? Oui, pour moi, le principal enseignement tiré de l'épidémie d'Ebola et qui a servi à celle-ci, même si on a encore mis un peu de temps pour faire le changement, c'est une approche plus globale, c'est-à-dire que de supposer qu'une épidémie n'est pas seulement, la gestion d'une épidémie n'est pas seulement de la responsabilité des ministères de la Santé. Donc, dès le début de cette pandémie, nous avons vu en Guinée, par exemple, la mise en place de nouvelles instances, notamment le conseil scientifique. Bon, ça existe dans d'autres pays, mais avec également un comité interministériel directement placé sous la responsabilité du Premier ministre, donc pour montrer que tous les ministères sont concernés, toutes les composantes de la société sont concernées par cette riposte. Donc, pour moi, c'est le principal enseignement. Le reste maintenant, pour ce qui est de la prise en charge et du diagnostic, donc ça, c'est des aspects techniques de l'héritage d'Ebola, mais en termes de coordination, les gens, enfin, dans les pays, il y a eu cette prise de conscience d'une approche plus globale et holistique de la riposte, même si ça a mis un peu de temps, mais je pense que c'était quelque chose de très salutaire. Et ça, je pense que c'est l'héritage de l'épidémie précédente. Alexandra de Madagascar, est-ce que vous observez le même type de réaction du gouvernement malgache pour mettre en place les premières mesures face à cette nouvelle épidémie? Alors, à Madagascar, bon, les mesures qui ont été prises ressemblent à celles qui ont été prises dans les autres pays. Donc, d'abord, utiliser les masses médias pour atteindre le plus grand nombre. Et les médias ont ainsi été, entre guillemets, réquisitionnés pour que la population soit en permanence au cœur de l'information. La seconde est basée évidemment sur un confinement, la limitation des déplacements et une sensibilisation, comme partout, sur les gestes barrières. Et la troisième, c'est centré sur un soutien aux populations les plus vulnérables pour traverser la phase pendant laquelle ces populations n'ont pas pu gagner leur revenu quotidien qui permettait de satisfaire leurs besoins primaires. Donc, ce qu'on voit partout, les gestes barrières imposent un certain nombre de normes comportementales à respecter et cela va plutôt montrer les limites imposées par le contexte de pauvreté dans les pays africains, notamment à Madagascar, car par exemple, comment peut-on sensibiliser les personnes au sujet du lavage fréquent des mains lorsque l'accès à l'eau est encore une problématique non résolue. On peut aussi mettre en évidence tous les aspects relatifs à la culture, puisque les aspects culturels vont soulever des enjeux éthiques. Là, voilà. Oui. Les actions de la population malgache sont énormément guidées par ses traditions et ses coutumes, et celles-ci sont basées sur un lien très fort avec les ancêtres, donc les défunts, et une très importante solidarité. Donc, par exemple, comment on peut isoler une personne alors que dans les traditions, isoler une personne, même si elle est malade, va à l'encontre des valeurs.
Autre exemple, les funérailles constituent un moment important où la solidarité et la présence de la grande famille et de tous les proches font partie des traditions, et ce pendant toute la durée des obsèques, donc en moyenne 3 jours. Ce qu'on a constaté lors de la situation de Covid-19, c'est que la population a quand même été contrainte de se soumettre aux mesures prises par l'État, donc concernant les enterrements ou les veillées mortuaires qui ont été interdites. Et force est de constater que depuis la Covid-19, les populations ont finalement adapté la pratique des traditions aux gestes barrières. Et enfin, je rebondis sur cet aspect global de l'épidémie, c'est peut-être de la pandémie, donc c'est peut-être ça qui a donc influé sur les comportements. Et donc, du coup, ce qu'on a pu constater, je parle notamment de la peste que j'ai plus particulièrement étudiée, c'est que les populations, théoriquement, comprenaient ce qu'on attendait d'eux à travers les différentes mesures. Or, en pratique, les populations n'appliquent pas parce qu'elles sont trop happées par d'autres difficultés qui sont finalement peut-être plus importantes pour elles qu'une épidémie. Justement, on le sait, l'adhésion de la population aux mesures sanitaires est également une des clés de leur efficacité, et de nombreux déterminants socioculturels influent sur les comportements de prévention et de protection face aux risques épidémiques. Comment les populations africaines perçoivent cette nouvelle épidémie de Covid-19 et se comportent-elles vis-à-vis du risque de contamination d'une part et des mesures sanitaires auxquelles elles doivent se conformer? Sur ce point, est-ce qu'il y a une spécificité, par exemple, du Covid-19 par rapport à d'autres épidémies, que ce soit la peste à Madagascar que vous citiez ou Ebola en Guinée? Abdoulaye, qu'est-ce que vous observez en Guinée? Comment est-ce que la population se représente cette nouvelle épidémie par rapport à Ebola, par exemple? Comment est-ce qu'elle est perçue? Bon, je pense que, à mon avis, au tout début de l'épidémie, avec les chiffres qui venaient de l'étranger, des milliers de morts par jour dans certains pays, il y avait une certaine inquiétude, une peur. Et donc, au tout début, on a constaté une bonne observance des mesures, des gestes barrières et du port du masque. Mais au fil du temps, avec, on va dire, une létalité relativement faible et pour une grande partie, une maladie asymptomatique en Afrique, parce qu'avec la jeunesse de la population, il y a eu cette forme de tendance, on va dire, la population avait plutôt tendance à banaliser un peu, à moins observer les règles d'hygiène, les gestes barrières plutôt. Et puis, il y a également ce début, on va dire, ce vent de démocratie. Les gens, voilà, ils veulent profiter un peu de leur liberté, donc avec des gestes, des mesures qui peuvent être très contraignantes. Et donc, pour moi, la population est très vite passée d'une maladie qu'on voyait un peu grave à une maladie un peu banale. Donc, dans certains jargons, je ne sais pas, du terroir, les gens l'appellent un peu grippe sèche pour dire que c'est vraiment pas une maladie comme Ebola. Et donc, c'est probablement une simple grippe. Et donc, ça fait que le respect des gestes barrières et tout le reste a été un peu banalisé. Donc, je pense que la population africaine, peut-être contrairement à d'autres populations, ne perçoit pas cette maladie comme étant une maladie très grave. Et donc, ça fait qu'il y a un peu une forme de disproportion entre les mesures prises par les pouvoirs publics et ce qui se ressent sur le terrain et la perception de la population de ces mesures. On a l'impression que les politiques en font trop pour une maladie qui est plutôt banale, du type grippe. Émilie, de par votre expérience aussi vis-à-vis d'Ebola, quel est votre regard sur la mobilisation actuelle des pays africains, les mesures prises vis-à-vis du Covid actuellement et
tout ce que disait Alexandra et pour le contexte malgache et Abdoulaye pour le contexte guinéen et de la sous-région ouest-africaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de mobilisation de ce qu'ils appellent la mémoire Ebola. Et c'est intéressant ce concept-là parce que ce qu'on s'aperçoit de façon un peu paradoxale, c'est que finalement, dans les pays du Nord, on a pu voir en fait une faillite un peu des institutions, de la réponse institutionnelle qui était clairement qui était mis à défaut en fait, qui était incapable, dans la difficulté en tout cas de mettre en place une réponse intersectionnelle, globale, alors que effectivement les épidémies, notamment Ebola, il y a eu des cellules de crise, il y a vraiment cette habitude en fait de faire des cellules de crise qui mêlent le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, les ONG, c'est-à-dire des points de vue, des institutions qui sont extrêmement différentes dans leur façon de voir la réponse. Et en France, en tout cas, on a eu un conseil scientifique qui était une émanation différente du HSS, au Comité de santé publique, différente de Santé publique France, mais finalement l'absence d'une cellule de crise commune et à tous les niveaux, parce que même à l'échelle territoriale, il y a certaines personnes, notamment à Marseille, en tout cas, il y a eu l'émergence d'un discours de vouloir aussi son conseil scientifique, parce que toute la question est effectivement, que cette mémoire Ebola permet peut-être de réactiver cette prise en charge intersectionnelle et peut-être plus globale. Le deuxième point, c'est que dans les pays du Nord, on est sur une réponse très hospitalo-centrée. Et clairement, en fait, cette réponse hospitalo-centrée, elle a vraiment ses limites. Dans le cadre des épidémies, des grands programmes VIH, tuberculose, VIH en Afrique subsaharienne, il y a eu vraiment des développements du hors-hôpital, du aller vers, avec le lien vers la santé communautaire, avec des acteurs communautaires qui portent le changement social. Et ça, c'est vraiment fort, en fait, dans le cadre des épidémies, de faire du participatif, de l'inclusif, de porter des messages adaptés, de faire remonter aussi les questions de terrain, alors que finalement, dans les pays du Nord, on était sur des directives assez descendantes. On a eu du mal à poser la question de la démocratie sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes en Afrique. Je ne suis pas en train de... Voilà, je ne veux pas caricaturer. Je dis juste qu'il y a peut-être, il y a des éléments qui font penser que l'histoire en fait de la réponse aux épidémies a pu apporter, en tout cas, a pu accélérer l'émergence de réponses plus adaptées à l'épidémie Covid. Juste pour revenir sur les derniers éléments abordés, je crois qu'en fait, la perception du risque, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que notamment chez les plus précaires, en fait, on est dans des arbitrages du quotidien et la question de la hiérarchisation, la gestion des risques se pose tous les jours. C'est-à-dire que nous, on le voit dans nos travaux auprès des plus précaires, au travers de l'étude Covid Homeless, mais c'est vrai aussi, c'est vrai partout. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est le plus risqué? Ne pas manger, ne pas avoir d'hébergement, attraper le Covid. Donc, les gens sont dans une négociation du risque. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que pour percevoir le risque, il faut y être, dans une certaine mesure, confronté. Ou en tout cas, en avoir entendu parler. Et donc, la question de la représentation du risque dans la communauté, de comment il va être imprégné d'émotions positives ou négatives, va beaucoup jouer. Oui, moi, je voulais éventuellement aussi rebondir sur cette question de l'arbitrage des risques à partir des risques concurrents et notamment voilà, dans des populations en Afrique où je crois qu'il faut considérer aussi les situations d'adversité que certains groupes de population ont rencontrées avant et qui, mine de rien, peuvent apporter des éléments de réponse ou de compréhension sur les manières dont ils réagissent face à la pandémie. Et justement, je pense que tout ce qui va attaquer, on va dire, le lien social et la santé au sens d'un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel dans sa communauté et qui permet aussi de faire face aux risques quotidiens. Je pense que voilà, il faut aussi revenir à cette approche du risque, comme Émilie l'a dit et Alexandra, par rapport à des situations adversives, et que les approches top-down biomédicales ont prouvé sur le terrain dans de nombreux contextes, et pas qu'en Afrique,
qu'elles ont leurs limites parce que quand on ne considère pas voilà, le corps social avec toutes les ressources communautaires et notamment les savoirs expérientiels des acteurs de la société civile ou des acteurs qui sont engagés dans d'autres luttes que, on va dire, sur la santé, mais des luttes plutôt sociales, etc. C'est tout un ensemble de ressources qui est à mobiliser dans les réponses et qui participe, on va dire, à l'analyse. Et un dernier point, moi je voulais revenir parce qu'il y a eu une question là-dessus, c'est sur la barrière que peut constituer les croyances populaires. Et effectivement, elle revient à chaque fois dans toutes les missions qu'on peut avoir dans les différentes ONG ou projets en France, c'est que en fait, ces modèles explicatifs-là, à chaque fois, ils sont très complexes à comprendre et que souvent, les personnes, quand elles font référence à des modèles de croyances liés à la maladie, c'est aussi pour tenir ensemble des éléments, je veux dire, qui font ordre sur le plan social, on l'a vu avec les pratiques funéraires, mais aussi qui font sens au niveau spirituel et pour tenir face au désordre ambiant. Donc, voilà, en fait, il faut interpréter ces croyances populaires aussi comme un mécanisme de protection, je crois, et aussi une méfiance par rapport à tout ce qui vient de l'étranger, puisque ça fait partie des dynamiques entre le dedans et le dehors. Merci. Alors, peut-être une question pour vous, Abdoulaye. Émilie, sans dresser évidemment un tableau tout rose de la situation africaine, parlait tout de même de l'expérience qu'a l'Afrique en matière de gestion des épidémies et notamment des approches, on va dire, hors milieu hospitalier, où Émilie disait qu'en Europe, nous avions une approche très hospitalo-centrée, avec des approches spécifiques comme par exemple l'approche communautaire qui, en dehors de ce milieu hospitalier, a démontré son efficacité en matière de détection précoce, contrôle et prévention des épidémies. Comme l'ont écrit très récemment des chercheurs comme Valérie Reed et Mamé Pendabia dans leur article intitulé La pandémie du Covid-19 vue d'Afrique, je cite, « La solidarité à toutes les échelles du continent dessine l'espoir du moindre mal ». Alors, est-ce que finalement, de par son expérience, son type d'approche spécifique, comme l'approche communautaire, si finalement le continent africain n'avait pas des atouts sérieux ou en matière de gestion des épidémies et serait même-il possible d'employer ces savoirs opérationnels du continent africain pour guider des stratégies nouvelles à l'échelle européenne? Qu'en pensez-vous, Abdoulaye? Bon, merci. Pour ce qui est de la Guinée, je peux peut-être, pour répondre à la question, partager l'expérience, mais peut-être en 2-3 mots très rapidement, de cette approche communautaire. C'est qu'après l'épidémie d'Ebola, la stratégie actuelle, les politiques du système de santé reposent sur la stratégie de la santé communautaire. Donc, l'idée, c'est que pour à peu près 650, par exemple, habitants, qu'il y ait quelqu'un, on appelle un relais communautaire, quelqu'un issu de la communauté qui sait lire et écrire, et qui est au quotidien en contact avec la communauté, qui aide les femmes, qui veille au respect de la vaccination, le carnet de vaccination des enfants, et ainsi de suite. Donc, 10 relais communautaires qui sont supervisés par un agent de santé communautaire qui est le chef du centre de santé. Donc, c'est ce qui remonte un peu jusqu'au niveau central. Certes, ça met un peu de temps, mais ça a couvert une grande partie de la population, plutôt du territoire. Donc, ça permet une remontée beaucoup plus facile des données, on va dire, s'il y a des événements inattendus qui surviendraient. Donc, je pense que c'est un modèle, même pour nous, il n'est pas tout à fait robuste pour l'instant. Pour moi, c'est un modèle à valoriser, à renforcer et probablement à l'étendre sur plusieurs pays. Donc, je pense que c'est ce qui peut être extrêmement intéressant pour l'ensemble des pays. Et maintenant, pour ce qui est du Covid, il y a un aspect communautaire qui a été, enfin, on va dire, qui était développé dans les pays du Nord et qui a été difficile à mettre en place dans nos pays, c'est la prise en charge, par exemple, des cas asymptomatiques à domicile. Bon, peut-être que ce n'est pas tout à fait ça la question, mais c'est important parce qu'il y a une forme de promiscuité, un contexte social qui ne facilite pas ces prises en charge des cas au sein de la communauté. La communauté, c'est plus facile de s'appuyer pour la surveillance, mais c'est difficile de s'appuyer sur elle
pour la prise en charge des cas au sein de la communauté directement, c'est extrêmement difficile pour des maladies hautement contagieuses. Donc, c'est un peu ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut structurer. Mais oui, pour moi, le système de surveillance, le reposer en partie sur la communauté est une approche extrêmement intéressante et qui peut être moins coûteuse et puis, mais qui peut être beaucoup plus efficace et efficient. Merci. Alexandra, de votre point de vue de Madagascar, qu'est-ce que vous observez en termes d'approche justement auxquelles nous ne sommes pas forcément habitués en Europe, comme l'approche communautaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce type d'approche particulière à Madagascar, dans le cas de la peste notamment? Disons que dans le cas de la peste, comment dire, à Madagascar, comme je l'ai dit précédemment, on est toujours dans une logique comment dire, de solidarité. De ce fait, peut-être que on peut tourner cette logique vers quelque chose de positif, on va dire. Je ne sais pas si mon idée est claire. Après, ce que je peux aussi souligner, c'est que quand même, quand comparer le contexte africain au contexte européen, pour moi, c'est des éléments totalement incomparables, dans le sens où bon, on n'est pas du tout dans le même contexte en termes de moyens, en termes d'infrastructures, en termes d'approche, en termes d'accès aux soins. Donc, pour moi, c'est deux situations totalement incomparables. Et une politique efficace dans un pays du Nord ne le sera pas forcément dans un pays du Sud. Et justement, le problème, c'est toujours cette volonté, je vais dire, à vouloir faire des parallèles qui sont parfois incohérents dans la mesure où on a des réalités locales et donc il est totalement impossible d'avoir une politique unique pour tous les territoires. Donc, c'est pas, de mon point de vue, c'est deux contextes totalement différents. Et justement, il ne faut pas chercher à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait dans le nord qu'on peut faire dans le sud ou vice-versa. Parce qu'on aura toujours des spécificités propres à chaque population qui font que on ne sera pas forcément dans l'efficacité de toute façon. Merci. Je vais quand même me risquer à un autre parallèle qu'on observe. C'est la place des acteurs humanitaires, que ce soit en Afrique ou en Europe, au sud ou au nord, dans la gestion, la réponse à cette nouvelle crise épidémique. D'ailleurs, cette approche communautaire est souvent mise en avant par les acteurs humanitaires internationaux ou locaux. Et en France métropolitaine aussi, on voit dans le cadre de la crise sanitaire actuelle la place importante prise par ces acteurs humanitaires et sociaux dans la réponse au Covid-19. Certains allant jusqu'à parler d'humanitarisation de l'action d'ailleurs. Il semble que le bilan des actions des ONG qui sont, on a parlé du rôle des gouvernements, des États, des populations elles-mêmes via les agents communautaires, il semble que ces acteurs-là particuliers, le bilan de leurs actions en matière de lutte contre les épidémies est plutôt mitigé. Les interventions de prise en charge clinique des patients sont maintenant bien standardisées, maîtrisées par plusieurs acteurs. Certaines ONG, telles que Médecins sans frontières, ont su développer de réelles capacités de réponse à l'apparition de nouvelles pandémies ces dernières années, que ce soit pour le choléra en Haïti, les méningites ou rougeole au Niger, Kala-Azar au Soudan, etc.
Cependant, face au virus Ebola, à celui de la fièvre de Marbourg ou à de nouvelles pandémies comme celle à transmission rapide et accélérée par les modifications des modes de production, je pense à la pandémie aviaire H5N1 notamment, ou à l'intensification des flux de population permises par les systèmes de transport public et aérien, la plupart des ONG médicales sont hors jeu, selon l'ONG Santé Sud, par exemple, et montrent leurs limites dans la gestion, en tout cas, de crises sanitaires qui ne connaissent pas de frontières et se transforment rapidement en crise humanitaire et économique. S'ajoute à cela le fait que, parmi les spécificités du terrain africain, il y a des zones de conflits armés qui sont des zones d'émergence de virus et qui complexifient les interventions contre les épidémies. Donc, il apparaît notamment que les actions des ONG internationales visant à contrôler les épidémies ne sont pas toujours performantes aussi par manque de coordination et d'approche efficace, s'appuyant sur les capacités des acteurs locaux. Pourtant, la complémentarité entre les acteurs humanitaires, les institutions et la société civile locale permet des améliorations significatives en matière de prévention, de surveillance, de détection et de réponse, dans le respect des spécificités culturelles aussi des populations locales. Et la coopération est l'une des conditions nécessaires à l'engagement des communautés, on le sait. Alors, je voudrais vous demander, on n'a pas encore évoqué ce type d'acteurs très particulier, très important, y compris sur les terrains européens. Quelle est votre opinion sur le rôle des ONG dans la lutte contre les épidémies et sur les conditions de l'efficacité de leurs actions, en particulier dans le contexte africain? Les acteurs humanitaires sont aussi porteurs d'innovations très intéressantes dont les États, les gouvernements, la société civile locale pourraient aussi s'inspirer. Comment ces programmes de sensibilisation et programmes d'intervention en temps de crise épidémique, les acteurs humanitaires sont-ils perçus et quels sont leurs principaux obstacles aussi à leur succès? La crise épidémique actuelle, après celle d'Ebola notamment, pose encore cette question. Peut-être, Olivia, je peux vous poser ces premières questions en premier? Oui, je vais totalement dans votre sens, dans l'introduction que vous venez de faire. Moi, je crois que, en fait, à chaque crise, encore plus celle-là, on est quand même, on va dire, dans des logiques urgentistes, et ce paradigme urgentiste, il est prescrit, il s'impose, et il fait aussi beaucoup de dégâts, si j'ai envie d'être un peu dans la provocation, mais je crois que voilà, il faut déconstruire en fait le concept de l'urgence, parce qu'on est aussi dans des pays qui sont dans des urgences chroniques, et qu'elles soient voilà, structurelles ou liées à des conflits, etc. Et que je trouve que voilà, cette notion de l'urgence, en fait, elle a une dimension, je dirais, performative, parce que dans les oreilles, dans les têtes des gens, ça veut d'office dire, parce qu'on est dans un état d'urgence, on l'entend tous les jours à la télé, sanitaire, sécuritaire, etc., et la biopolitique, ça veut dire qu'on agit, qu'on est efficace et perspicace. Et je crois que voilà, il faut aussi voir que de l'autre côté, c'est un mot qui peut, je veux dire, inquiéter, dans le sens où il peut amener à des dérives de tous bords au nom de l'urgence, au nom du principe d'intervention, d'agir à tout prix, coûte que coûte. On oublie de considérer voilà, la diversité des besoins, la diversité en fonction des populations, en fonction des localités d'où on intervient. Et comme on disait auparavant, on peut aussi passer à côté de certaines ressources communautaires existantes. Voilà, donc pour moi, ce paradigme urgentiste adopté par beaucoup d'acteurs humanitaires peut mettre à mal des approches, on va dire, plutôt à base communautaire, qui étaient orientées, on va dire, davantage rétablissement de l'individu, du groupe, ou ce qu'on appelle l'empowerment. Et voilà, et je pense que dans ces logiques urgentistes, le concept de la participation des usagers, enfin des bénéficiaires de l'aide, n'est pas forcément bien appliqué, ou en tout cas, ça mérite d'être amélioré. Et voilà, donc principe de participation et l'empowerment des populations qui souvent sont mises à mal par des modes opératoires, encore une fois, urgence, parce que les fonds aussi débloqués dans ces situations sont pour des projets d'urgence et non pas pour un continuum des actions déjà en place. Émilie? Alors, il y a deux points. Il y a le point, je pense que la question de l'humanitaire et la réponse, en fait,
Ça permet des kick-offs, c'est-à-dire des kick-offs rapides. C'est-à-dire quand MSF arrive sur une réponse Ebola, ils arrivent, la réponse de l'épidémie permet de démarrer très vite. Il y a eu une uniformisation en fait des pratiques via les ONG, notamment sur l'Ebola, mais aussi sur d'autres pathologies, avec une augmentation qualitative des soins en termes biomédicaux. Donc ça, c'est important à dire. Après, la question de... Et je vais prendre 2 exemples. La question du lien avec les autres institutions et avec les populations. Dans le cadre du Covid, la Croix-Rouge en Guyane a mis en place toute une série d'actions avec les communautés, avec la mise en place de dépistage et d'aide alimentaire en fait, dans des bidonvilles. Ça, ils sont sortis un petit peu du cadre habituel. Ils sont allés dans des dispositifs d'aller vert, dans l'adaptation des outils de dépistage. À Marseille, Médecins du Monde, donc dans le cadre du projet qu'on mène, on a mis en place de la PCR en point of care mobile, sur un vélo, avec une infirmière dans les squats, les bidonvilles, et auprès des SDF. Donc, je ne crois pas qu'on puisse tout mettre dans des cas très particuliers. Je crois qu'on est dans un contexte, en tout cas dans les pays du Nord, d'humanitarisation de la réponse, ça c'est clair. À Marseille, on a ACF et MSF qui sont là, c'est-à-dire que la précarisation est telle qu'on est obligé de déployer des moyens qu'on déployait auparavant dans les pays africains en méthode de crise. Mais on est aussi en train d'utiliser les savoirs expérientiels de l'humanitaire dans les pays du Nord, en association justement avec les réseaux de santé et les participants. Donc, je serais moins négatif. Hein. Moi, j'ai l'impression il y a des savoirs qu'on utilise et on a des expériences, en tout cas, à Marseille, auprès des populations les plus précaires qui sont efficientes. Avec du dépistage, du repérage plus rapide de clusters en lien avec des médiateurs de chaque communauté, ça fonctionne très bien. Abdoulaye, sur ce point, le rôle, la place des humanitaires comme acteurs aussi de la réponse à l'épidémie. Oui, je pense comme mes prédécesseurs, les humanitaires, leur place est extrêmement utile dans la gestion des épidémies. Mais ce qui est important, c'est de mieux encadrer les choses pour ne pas qu'on ait l'impression, par exemple, que dans les pays, c'est un État dans un État. Autrement dit, les procédures des humanitaires doivent être adaptées un peu aux réalités du pays, avec le respect des procédures, le respect des structures nationales, pour ne pas que des actions soient, beaucoup d'efforts déployés plutôt soient moins efficaces. Donc, cela est extrêmement important. Et également, par exemple, dans cette épidémie, les humanitaires, dans une structure de prise en charge, par exemple, il faut bien savoir qu'est-ce qu'un humanitaire est censé faire et qu'est-ce qu'une structure nationale est censée faire. Parce que dans la gestion des épidémies, une épidémie permet de préparer une autre également. Donc, il faut qu'après ces activités-là, qu'il y ait des procédures, des normes, ou en tout cas qu'il y ait des acquis, qu'après le départ des humanitaires, qu'on n'ait pas l'impression qu'on reprenne encore tout à zéro. Donc, je pense que c'est ce qui doit guider les actions, c'est ce qui doit guider la prise des décisions et également dans la limitation des interventions. Merci. Merci. Je parlais tout à l'heure des multiples difficultés et défis que doivent surmonter les acteurs humanitaires pour apporter leur pierre à la réponse contre les épidémies. Je parlais notamment des zones de conflits armés qui, je crois que c'est vous, Émilie, qui m'avez dit en préparant cet événement, qui sont des zones d'émergence de virus, hein, je crois, qui complexifient les interventions contre les épidémies. Une autre difficulté rencontrée par les acteurs humanitaires et sociaux engagés dans la réponse aux épidémies concerne la protection de la santé physique et mentale de leur personnel en première ligne. Par exemple, les acteurs humanitaires et sociaux, dont la Croix-Rouge française, se sont rapidement mobilisés aux côtés des autorités sanitaires françaises pour participer à l'effort de protection des populations face à l'épidémie de Covid-19. Et dans ce contexte exceptionnel et durable, la question de l'impact des mesures de prévention, de gestion du confinement ou d'aide aux personnes atteintes du virus sur le bien-être physique et psychologique des personnes engagées est devenue une priorité
pour la Croix-Rouge française comme pour tous ces acteurs engagés qui œuvrent tant bien que mal à la continuité de leurs actions. Alors, c'est aussi bien sûr une priorité pour les pays et institutions luttant contre la propagation du virus qui doivent préparer leur personnel de santé, notamment hospitalier, à appliquer des procédures de prévention et de contrôle efficaces, renforcer leur résilience, anticiper les besoins psychosociaux, planifier pour permettre la continuité clinique. Et d'ailleurs, lorsque les 11 et 12 février dernier, des scientifiques du monde entier se sont réunis au siège de l'OMS à Genève pour évaluer le niveau actuel de connaissances sur le nouveau virus et convenir des questions de recherche prioritaires, essentielles, auxquelles il faut répondre de toute urgence, l'OMS et le réseau Glopid Air ont adopté une feuille de route sur la recherche, comprenant plusieurs priorités, dont une encourage les activités de recherche sur la question suivante: quelles sont les approches pertinentes, acceptables et réalisables pour soutenir la santé physique et les besoins psychosociaux de ceux qui dispensent des soins aux patients Covid-19. C'est une question essentielle et prioritaire identifiée par l'OMS. Alors, concernant les bénévoles, c'est vrai qu'il semble qu'il existe assez peu de travaux scientifiques s'intéressant à leur participation dans le cadre d'une réponse à une épidémie, contrairement peut-être à d'autres contextes d'urgence plus étudiés, comme les conflits armés ou les catastrophes naturelles, et essentiellement construits à partir de méthodes quantitatives. On sait que certaines études ont démontré l'efficacité de cette action bénévole pour soutenir les interventions de réponse à une épidémie, mais d'autres ont montré aussi, ont mis en évidence des facteurs institutionnels, sociaux, psychologiques qui affectent le bien-être des personnes engagées, et les facteurs aussi associés à leur résilience et à leur épuisement après l'événement. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Que sait-on aujourd'hui des expériences sociales, des intervenants et des bénévoles en appui aux personnes en situation de vulnérabilité dans le contexte de la crise sanitaire actuelle? Comment est-ce que les acteurs humanitaires et associatifs, qu'ils soient bénévoles ou salariés, vivent au quotidien leur expérience, bien souvent complexe et éprouvant? Et comment s'adaptent-ils adaptent-ils les procédures sanitaires pour les rendre compatibles avec les situations auxquelles ils se trouvent confrontés? Je voudrais peut-être donner d'abord la parole à Émilie et Olivia qui mènent actuellement, avec le soutien de la Fondation, une recherche sur l'action des bénévoles de la Croix-Rouge française dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Et puis ensuite, on verra pour le contexte africain avec Abdoulaye et Alexandra. Oui, je vais prendre la parole. Donc, merci Vincent pour cette question sur les risques psychosociaux émergents ou en tout cas existants mais exacerbés par le contexte. Donc, c'est vrai que sur cette question des risques psychosociaux, le monde du travail, je dirais sur cette crise Covid-19, le monde du travail des soignants a plus été... a été chamboulé et aussi très médiatisé par rapport à celui du champ des opérateurs de l'aide humanitaire et de la solidarité. Et le monde du travail de ces acteurs-là a été aussi complètement repensé, restructuré, avec beaucoup d'ajustements au sein des organisations. Et effectivement, pour des organisations comme la Croix-Rouge, avec au cœur de la riposte la présence des bénévoles, il s'est posé la question, effectivement, donc quand on a décidé de lancer la recherche donc soutenue par la Fondation Croix-Rouge, de mettre le focus sur effectivement les déterminants du bien-être psychosocial, mais tels qu'ils étaient perçus par les acteurs bénévoles, donc à Marseille et en Guyane, à partir du moment où ils ont démarré les activités de riposte. Voilà. Donc, effectivement, quand on reprend la revue de la littérature, on montre que les volontaires humanitaires ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de problèmes de santé mentale que les professionnels. Donc déjà, il y a un déséquilibre entre professionnels et volontaires parce qu'on le sait, beaucoup de volontaires sont issus de la communauté, mais aussi, ils sont beaucoup plus résilients, on dirait, pour vraiment schématiser, que certains expatriés ou professionnels. Mais en tout cas, sur des recherches qui ont été menées donc, en Indonésie après le tremblement de terre en 2006 auprès des bénévoles Croix-Rouge,
En tout cas, les bénévoles qui fournissaient un soutien psychosocial aux victimes du tsunami et ceux qui distribuaient des marchandises ou qui faisaient des tâches administratives ont été plus affectés au final que les secouristes. Donc, on aurait tendance à penser que les secouristes qui étaient sur des activités à récupérer des corps dans les débris, etc., ou des noyés, auraient plus eu d'impact sur le plan traumatique. Non, une autre étude sur la réponse Ebola en Afrique de l'Ouest, donc aussi sur les volontaires Croix-Rouge, a montré que finalement, ceux qui apportaient un soutien psychosocial et qui étaient en charge de la recherche des cas contacts, finalement, on signalait moins de signes de détresse que les équipes, que les équipes d'immunation des morts d'Ebola. Donc, encore une fois, le niveau d'exposition n'est pas forcément en lien avec le niveau de ressenti de stress, en tout cas, et de détresse. Donc, les bénévoles de première ligne sont certes les plus vulnérables, mais à l'intérieur desquels il faut à chaque fois être attentif à différents facteurs environnementaux, personnels et sociaux qui interagissent ensemble. Donc voilà, donc nous on est parti d'une hypothèse en tout cas rapidement, c'est que les différents facteurs de risque psychosociaux qu'ont rencontrés les bénévoles Croix-Rouge sur Marseille et la Guyane ont faiblement impacté leur niveau de bien-être. C'était lors de la première vague, donc bien entendu, on ne peut pas comparer avec la situation aujourd'hui. En tout cas, une augmentation de la charge de travail, des reconfigurations dans l'organisation du travail au sein des délégations Croix-Rouge territoriales qui ont bouleversé les habitus des équipes. Donc, sur le plan structurel et opérationnel, tout était à repenser différemment. Une exposition au virus, bien entendu, avec l'absence de protection au début, en tout cas. Et puis, une mauvaise connaissance des modes de transmission du virus. Parfois donc une fatigue liée aussi à l'application de ces protocoles sanitaires dans des maraudes, dans des distributions alimentaires massives, etc. Il fallait se protéger, aller vite, aussi, on va dire, cartographier les différentes localités où il y avait le plus de besoins. Donc, des conflits éthiques et de paradigmes aussi qui sont apparus parce que justement, certains étaient dans des approches, comme on le disait, beaucoup plus communautaires et très proches des bénéficiaires, des usagers Croix-Rouge, et un lien qui s'est coupé très rapidement et qui a bouleversé les équipes plus finalement que la peur du virus, mais le fait de ne pas savoir où étaient les personnes dont certains bénévoles s'occupaient avant, ça a pu aussi bouleverser les personnes. Et certains qui ont été... bientôt, parce que je vois l'heure, il ne reste plus que 10 minutes et on aimerait aussi, désolée de vous couper un petit peu Olivia, mais je vois que l'heure se tourne et puis comme je regarde les commentaires, il y a certaines personnes qui vont bientôt nous quitter et on voulait laisser un petit peu de place aussi aux nombreuses questions que posent nos participants. Pas de souci. Je vais peut-être, effectivement, on va raccourcir. Peut-être poser une dernière question à Abdoulaye, pour le coup, plutôt sur les soignants qui sont en première ligne de la riposte aux épidémies. Vous connaissez bien, évidemment, le monde de la santé publique en Guinée. Que ce soit en exercice libéral, en secteur privé ou dans les établissements publics, les soignants sont en première ligne de la réponse aux épidémies. Dans le contexte actuel, les soignants hospitaliers ont été particulièrement éprouvés par la prise en charge des formes graves de Covid-19 en service d'urgence, de médecine ou de réanimation. Que pouvez-vous nous dire des expériences sociales des soignants en milieu hospitalier vis-à-vis de la crise sanitaire actuelle pour l'instant? Comment est-ce que ces soignants s'adaptent à cette situation inédite? Comment est-ce qu'ils vivent les changements majeurs de leurs conditions de travail, les mesures de biosécurité mises en place à l'hôpital, les nouvelles procédures de soins, tout ce qui est aussi relatif aux expériences inédites de l'accompagnement des fins de vie et des décès en l'absence des familles. Qu'en est-il pour le contexte guinéen et de la sous-région? Bon, peut-être sur la question, je serai un peu moins précise parce que je suis moins dans la prise en charge que
on va dire, dans la santé publique globale et la recherche. Mais pour ce qui est des soignants, bon, je pense que ça dépend du contexte et des moyens mis à disposition, parce que quelqu'un l'expliquait tout à l'heure avec le risque de contamination qui peut être très élevé dans les milieux de soins. Mais les données très parcellaires en Guinée ont montré que les soignants qui se sont contaminés, par exemple, au Covid, la contamination a probablement été en milieu communautaire. Et il y a plus de cas de contamination. Le soignant, il s'est contaminé plus à la maison parce que les autres membres de la famille, chacun passe la journée ailleurs. Le soir, bon, toute la journée, il observait toutes les mesures de sécurité avec le port du masque obligatoire. Peut-être il est dans ses combinaisons. Et le soir, à la maison, il vit une vie normale avec des gens qui ont passé la journée en communauté ailleurs. Donc, la contamination, selon les données très limitée, certes, de la Guinée, la contamination est plus extra-milieu de soins qu'intra. Et maintenant, l'autre volet, c'est un peu la surcharge de travail. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y avait des soignants qui manifestaient en Guinée parce que les gens ont l'impression qu'ils prennent beaucoup de risques pour sauver d'autres vies. Et donc, ils demandent beaucoup, ils demandent des moyens d'accompagnement et parfois des risques de burn-out dans certains milieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes, notamment dans les services de réanimation. S'il y a beaucoup de cas, s'il faut ouvrir d'autres unités de réanimation, très vite, le personnel, certaines catégories de personnel seront rapidement saturées et ne pourront pas faire face, on va dire, à la demande nationale. Donc, comme je le disais, je suis moins dans la prise en charge clinique de cette épidémie, mais c'est un peu ma petite réflexion sur la question. Merci, je crois qu'on va clore tout de suite. Malheureusement, il y a d'autres questions qui étaient prévues, mais qu'on n'aura pas le temps de discuter. Peut-être que de toute façon, des questions du public nous permettront de compléter les interventions. Merci encore à tous. Et donc, je repasse la parole à Virginie pour une sélection de questions posées par le public qui étaient nombreux et je remercie. Oui, alors on a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions et des questions qui viennent du monde entier. Donc, je pense que la volonté de comparer aussi ce qui se passe dans les différents pays est assez évidente à travers vos commentaires et vos questions. Sur les commentaires qu'on a pu relever, il y en a une personne qui dit que finalement, ce sont les personnes qui souffrent qui doivent être aussi celles qui décident et que finalement, c'est le premier défi des acteurs de la santé communautaire. Des commentaires aussi sur cette préparation de l'Afrique à cette pandémie de Covid-19, peut-être sur les questions de pourquoi finalement il y a moins de contagion, sur le fait que les facteurs qui ont été mis en avant, certains auditeurs pensent qu'il y a peut-être d'autres choses en plus. Donc un commentaire qui peut être complété par d'autres commentaires de collègues chercheurs qui nous rappellent que la biologie et les biologistes sont en train de travailler aussi à tout ce qui est génétique. Donc, il y a toute la question des épidémiologies, mais aussi tout ce qui se passe sur le microscope. Et il y a des choses encore à découvrir sur le virus lui-même. Il y a toute une série de questions sur les ressources. On sent que le public est vraiment avide. Par exemple, d'avoir ce lien sur cette plateforme Covid-19 de Valérie Ride, dont tu mentionnais Vincent. Donc là, nous, on a une page ressources. On va mettre toutes les ressources sur le site de la Fondation. On a fait une page ressources sur notre page spéciale Covid-19 où on essaye de mettre le maximum d'articles et de plateformes. On me demande aussi l'article sur la pandémie de Covid-19 vue de l'Afrique. Donc ça, il faudra qu'on le mette aussi, Vincent, pour que nos auditeurs puissent piocher un peu ce qu'ils veulent. On me pose aussi des questions sur les hypothèses de recherche, sur les recherches que sont en train de mener Émilie et Olivia. Et ça aussi, nous, toutes les recherches, je vois que ce sont des collègues chercheurs qui travaillent aussi sur le bénévolat. N'hésitez pas, on peut vous mettre en contact les uns avec les autres. Et puis, surtout, chaque recherche que produit la Fondation est disponible en accès libre totalement ensuite sur le site dès que la recherche est finie. Hein, là, et
Émilie et Olivia sont au milieu de leur recherche, donc elles ne peuvent pas encore produire des résultats. Beaucoup aussi de ressources à partager de la part des auditeurs qui sont aussi qui ont beaucoup de choses à partager. Donc ça, n'hésitez pas à écrire à Vincent, à moi, la Fondation, parce qu'on va les mettre sur notre page de ressources Covid-19. Sur les questions, peut-être une première question, c'était la première question qui était posée, qui était « Mais enfin, pourquoi les chercheurs finalement des pays du Sud sont-ils moins écoutés ?» Donc ça, finalement, c'est peut-être une première question qu'on peut poser à tous. Est-ce que les chercheurs des pays du Nord sont écoutés? Moi, j'ai envie de répondre à cette question-là. Alors, est-ce que les chercheurs sont écoutés? Vraiment, c'est une vraie question. La question de la parole scientifique à l'heure actuelle, elle est vraiment en question. Enfin, je crois que cette épidémie en est la preuve. On a du mal à avoir un discours qui porte. Il y a beaucoup de choses qu'on a démontrées lors de l'épidémie précédente qui sont pas. Enfin, ces retours d'expérience-là ne sont pas pris forcément en compte. Donc, c'est une vraie question. Une vraie question qu'il faut se poser à l'échelle collective, qu'il faut poser à nos élus politiques, qu'il faut se poser collectivement. Pourtant, Émilie, c'est un peu paradoxal parce que tous les jours à la radio, on entend parler du Conseil scientifique Covid-19, qui rend public d'ailleurs ces recommandations, qui est là pour rendre des avis sur l'état de la catastrophe, conseiller le gouvernement, qui suit ces recommandations, enfin officiellement. Donc c'est paradoxal, quoi. On n'a jamais autant parlé des scientifiques qui seraient vraiment là pour vraiment aiguiller, orienter l'action politique, et en même temps, il y a ce que vous dites sur les difficultés de capitaliser sur des résultats de recherche passés et actuels, et qui pourtant, résultats qui pourraient pourtant aussi faire que les actions soient menées autrement. Donc, c'est une situation paradoxale de la parole des scientifiques, de leur rôle, de leur place. Il y a la question du temps de la recherche, ça c'est sûr, et il y a la question de la place du la place du chercheur dans le collectif et dans l'institution, ça c'est évident. Je crois que cette épidémie en est vraiment l'exemple. Après, c'est comment on décide de se positionner en collectif, de porter une parole collective, et l'action des chercheurs du Sud, évidemment, encore plus. Après, oui. Abdoulaye, qu'en est-il justement en Afrique de la place des scientifiques dans la gestion des épidémies, la prise en compte de leurs paroles et des résultats de leurs recherches? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur place, leur rôle en Afrique? Vous en êtes un exemple? Oui, je pense que c'est un sujet extrêmement complexe parce que pour moi, c'est une des rares épidémies où, en tout cas en Afrique, on a vu la mise en place des conseils scientifiques. Donc, ça veut dire que les politiques ont quelque part voulu s'appuyer sur les avis des scientifiques. Et en même temps, peut-être que le politique ne le sait pas, mais nous le savons en tant que chercheurs, et ça dit que la vérité scientifique est fille du temps. Aujourd'hui, ce qu'on sait peut ne pas être vrai demain. Et donc, cette évolution et ce changement parfois de remise en question de ce qu'on savait que nous-mêmes nous avons conseillé parfois aux politiques sur lesquels nous revenons après. Donc, c'est un sujet extrêmement compliqué. Je pense que non seulement c'est la première fois qu'on s'appuie, le politique s'appuie clairement sur le scientifique, mais c'est la première fois que le scientifique se retrouve vraiment en difficulté parce que Émilie le disait tout à l'heure, c'est un peu difficile en fait parce que les choses changent et nous-mêmes scientifiques, nous n'avons pas tous le même discours sur la même question. Donc, ça fait que la crédibilité de la vérité scientifique même, on va dire, est interrogée. Donc, c'est extrêmement difficile. Mais peut-être c'est avec le temps que tout cela va se faire. Nous, côté Sud, on se réjouit en tous les cas que pour une fois, on nous donne la parole et quelquefois, on demande notre avis sur le confinement, le déconfinement, les mesures de restriction ou parfois des annonces des politiques au plus haut sommet où on demande l'avis des conseils scientifiques sur certaines questions stratégiques. C'est ce qui est plutôt porteur. Mais je pense que, comme je le disais, cette épidémie a montré aussi que
sur la même question, il est difficile d'avoir le même avis et ça rend un peu difficile, ça nous rend moins audibles en tant que chercheurs auprès des politiques. Mais voilà, c'est des questions qu'on va pouvoir se poser après l'épidémie pour savoir comment préparer l'avenir des données scientifiques. Merci. Merci, on va prendre encore 5 minutes. On a tout un groupe de questions sur la place du communautaire, notamment la place du communautaire, comment on arrive à faire une place au communautaire dans les approches globales, par exemple. Un groupe de questions sur les mesures et aussi sur les représentations et les croyances. On a une question de Côte d'Ivoire, par exemple, sur le fait que cette grande peur de l'épidémie a suscité toute une série de comportements, comme par exemple le fait de faire des traitements faits maison, des décoctions avec beaucoup de croyances et d'espoir dans ces traitements, qui peut provoquer aussi une certaine opposition parfois à des approches médicales. La question de tout ce qui est du lien avec la sensibilisation et l'éducation, finalement, est-ce qu'on arrive à sensibiliser dans des zones de grande vulnérabilité et de grande précarité, sur aussi tout ce qui est représentation et comportement, sur tout ce qui est rituel et rites funéraires, finalement, de se dire… on se retrouve sur la question des enterrements avec quelque part une même situation en Europe et en Afrique, mais finalement avec des réponses qui peuvent être totalement et doivent être totalement différentes. Donc, comment finalement répondre à ça? Et puis, enfin, une dernière question sur la conséquence. Est-ce que les scientifiques regardent ces conséquences finalement des mesures sanitaires sur les interactions entre les gens, entre la manière dont ça les rapproche et la manière dont ça les éloigne? Voilà, alors je ne sais pas si certains veulent piquer certaines réponses à ces groupes de questions, mais c'est vrai que ce sont beaucoup des questions qui s'adressent aux sciences sociales et qui sont vraiment intéressantes et puis au cœur de la lutte contre cette épidémie, et des autres aussi d'ailleurs. Je ne sais pas, moi je peux essayer de répondre. La place du communautaire, il y a des directives OMS sur la recherche communautaire. En fait, c'est d'intégrer à toutes les étapes et tout le temps, en fait, les bénéficiaires. Et ça, en fait, la question de la représentativité, elle est centrale et elle doit être présente à tous les niveaux. Donc ça, c'est un premier élément. La question des représentations, on est face à une épidémie avec une grande incertitude. Il y a toujours la question de gérer l'incertitude, gérer l'abstrait, la question de la double causalité. Je pense qu'il ne faut pas rejeter l'un et l'autre. En fait, il faut intégrer l'ensemble des représentations. On est tous pétris de représentations face à la maladie, hein, au sud, au nord, partout. C'est d'essayer de comprendre, d'essayer de rester dans un discours rationnel, bienveillant, et d'essayer d'intégrer un petit peu les différents éléments qui sont importants en fait dans le cadre de la récupération vis-à-vis de la maladie, la récupération individuelle et collective. C'est des questions qui traversent un petit peu toutes les civilisations et toutes les populations, qui ne sont pas spécifiques à la population africaine du tout, hein. Nous, on l'a vu avec la chloroquine, on l'a vu avec le zinc maintenant, avec toute une série d'automédications qui peuvent être parfois un peu farfelues, mais qui montrent en fait le besoin en fait de se réapproprier en fait une thérapeutique. Et ça montre bien là aussi la limite en fait du tout biomédical, c'est l'importance de la réappropriation par les gens du care, du soin, de leur donner de la place en fait dans leur organisation en fait de la gestion de cette épidémie. Enfin, je vais vite, hein, mais
Alexandra ou Abdoulaye, est-ce que vous voulez répondre à certaines questions? Je dis au passage, on voit nos collègues de l'IRD, de la Fédération, qui doivent quitter la conférence. Donc, au revoir à tout le monde. On ne peut pas vous répondre directement dans les petits messages, mais on voit tous les petits messages des différents collègues et des différents pays. Et puis, beaucoup de collègues aussi, à vous tous, les intervenants, qui vous saluent. Je ne sais pas si vous pouvez voir, puisque vous êtes occupés à répondre aux questions. Mais voilà, il y a beaucoup d'échanges et de contacts et de salutations qui vous sont envoyés. Est-ce que Alexandra, Abdoulaye ou Olivia, vous voulez répondre à certaines questions? Alexandra, peut-être? À mon avis, j'aimerais juste souligner quelque chose, c'est que ce qu'il faut retenir vraiment de tout ce qu'on a précédemment dit, et aussi pour faire écho aux questions posées, c'est vraiment ce côté local, ce côté des réalités locales et des spécificités selon les régions et des différentes zones où les actions sont menées. On ne vous entend pas très bien, Alexandra, il faut rapprocher votre micro. C'est vrai, j'ai oublié de rapprocher mon micro. Oui, donc je disais que ce qui est important, c'est ce côté réalité locale, parce que c'est justement à ça que doivent se conformer donc, les différentes actions menées. Et ceux qui sont vraiment au cœur de ces réalités locales, justement, c'est tout ce qui est ONG et acteurs humanitaires. Mais justement, ils peuvent être face à la difficulté qui est de ne pas pouvoir répartir leur action de manière égale, on va dire. Et quelque part, il y a peut-être certains qui vont avoir besoin d'aide, mais qui ne vont pas pouvoir en bénéficier parce que voilà, on ne se focalise pas nécessairement sur eux. Voilà, on ne peut pas être partout. Voilà ce que je veux dire. Et vraiment, il y a aussi, je reviens aussi sur cette question de la pauvreté. En fait, tant que tout ce qui est relatif à la pauvreté extrême n'est pas résolu, on ne peut pas vraiment entrer dans une lutte cohérente, même si les gestes barrières restent la base pour tout le monde. Merci, voilà. Merci Alexandra. Peut-être qu'on va conclure parce que là, on va arriver à 10 minutes de dépassement. Abdoulaye et Olivia, peut-être Olivia, je vous passe la parole pour clore cette table ronde. Et puis Vincent, je te laisserai clore aussi. Je dois clore la table ronde? Non, vous devez nous dire si vous souhaitez faire une dernière remarque ou répondre à une dernière question. C'était pour appuyer sur, je veux dire, la barrière des croyances qui, en fait, doit être vraiment prise au sérieux, mais sans pour autant, on va dire, la complexifier. Enfin, derrière le recours à des croyances, il faut juste, voilà, encore une fois, considérer que les gens sont tétanisés et que parfois, minimiser la menace, le risque ou quoi que ce soit, c'est une manière aussi de se protéger sur le plan psychique et que de la même manière dont parfois on va éviter un élément stresseur qui va être là ici le virus qui circule, etc. Ce n'est pas une croyance, enfin, c'est une stratégie d'évitement, mais qui va être, nous, interprétée peut-être parfois comme une croyance, c'est-à-dire, mais les personnes veulent parfois contourner le problème, puisqu'on le disait, ils voient le risque aussi sur le bien-être social et que parfois les croyances sont aussi là pour remettre du lien là où le lien a été affecté. Et donc, il y a vraiment une demande d'affiliation aussi. C'est pas de dire que les personnes se figent dans des croyances, on va dire, passéistes ou populaires ou quoi que ce soit. Non, c'est dynamique. C'est dans des sociétés dynamiques et il y a toujours une fonction, qu'elle soit de protection
ou de recherche de réaffiliation, de recherche de lien social, de soutien social, émotionnel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup Olivia. Abdoulaye, le dernier mot avec Vincent. Bon, sur cette question, je pense que il y en a qui sont plus du domaine, qui ont déjà pris la parole. Et tout ce que je peux dire sur cette question, c'est que toutes les stratégies de prévention, de lutte, enfin globalement de gestion des épidémies, à mon avis, doivent tenir compte des connaissances de la société et puis des réalités, des croyances, des représentations de la société. Donc nous, on l'a vécu pendant l'épidémie d'Ebola et je pense que c'est ce qui a été la clé quelque part de la réussite de la lutte à un moment donné, le fait d'avoir pris en compte l'avis de la communauté, d'avoir intégré tout cela, d'avoir fait recours aux socio-anthropologues dans la stratégie de lutte. Donc, c'est ce qui a été surtout porteur. À titre d'exemple peut-être illustratif, les sacs mortuaires, par exemple. Les sacs mortuaires qui venaient, je pense que c'était de couleur noire ou d'autres couleurs, alors que chez nous, le corps, il doit être dans le linceul qui est de couleur blanche. Donc, il a fallu simplement changer la couleur, envoyer des sacs mortuaires blancs pour que la société accepte facilement que le corps soit mis dans un sac. Donc je pense que, comme je le disais, les stratégies, que ce soit de la prévention, de la prise en charge, de la gestion des corps et de tous les aspects, nous devons intégrer à tout moment les connaissances locales et nous devons nous interroger sur ce que la société pense de ce que nous proposons. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillaient en Côte d'Ivoire, par exemple, sur ce sujet, qui travaillent aujourd'hui en France au sein des hôpitaux français pour faire leur travail de terrain. Donc, ça montre aussi qu'on peut, que la circulation des chercheurs peut aussi apporter beaucoup. Vincent, tu souhaitais dire un dernier mot avant de clore? Je voulais remercier tout le monde et puis vous inviter, chers intervenants, chers publics, à la prochaine édition de l'Instant Recherche qui aura lieu le 8 décembre, toujours à la même heure, à 17h, pour 1h30, où on discutera sécurité des chercheurs sur les terrains difficiles. Voilà, quel terrain en temps de crise, avec notamment une question qu'on aurait pu évoquer au cours de cet instant recherche, comment faire de la recherche dans l'urgence, puisque les temps de crise nécessitent souvent de faire de la recherche dans l'urgence. Et c'est compliqué. Abdoulaye parlait d'une sollicitation des chercheurs, mais comment répondre à cette sollicitation, notamment en Afrique, où l'accès au financement de la recherche est plus difficile qu'ailleurs, on le sait. Et comment faire de la recherche quand voilà, dans ce type de contexte, de crise, d'urgence. Donc, on parlera évidemment aussi de la dimension sécuritaire. Donc, il y a beaucoup de sujets à évoquer. La Fondation aussi s'est emparée de ce sujet il y a longtemps et travaille aux côtés notamment de l'IHSA, l'International Humanitarian Studies Association, qui a publié un guide de sécurité à l'attention des chercheurs qui travaillent sur les terrains difficiles. Donc, voilà, c'est aussi tout le fruit de cette expérience qu'on discutera le 8 décembre et qui fera écho aussi à l'actualité récente, voilà, en Afrique notamment, que ce soit pour les acteurs humanitaires ou les chercheurs. Voilà, merci à tous. Je vois un dernier commentaire. Il n'y a pas de vérité scientifique, il y a des débats scientifiques. Nous, on va continuer avec vous tous parce qu'on apprécie vraiment ces conversations. Les réactions de notre audience nous montrent qu'aussi, il y a vraiment une volonté de garder contact et d'échanger. Un grand merci à Émilie, Olivia, Alexandra et puis Abdoulaye. Un grand merci à tous les participants. On se retrouve donc pour les prochains Instants Recherche, le 8 décembre et le 19 janvier. Et puis, voilà, on vous souhaite une bonne suite, même si ce n'est pas très facile en ce moment. À bientôt et merci encore à tous. Au revoir. Au revoir, merci encore, merci à tous.